Tout a commencé par une phrase qu'aucun milliardaire n'était prêt à entendre. Choisissez quelqu'un d'autre. J'ai été renvoyé 3 fois. Ces 8 mots ont transpercé Lucas Hale comme du verre. L'homme qui avait bâti des empires grâce à des algorithmes et à son sang-froid a gelé devant une fillette de 6 ans assise dans un fauteuil roulant dont les roues étaient entourées de rubans adhésifs Galaxy Tape. Il ne s'attendait pas à ce que sa première rencontre dans un petit centre d'adoption du Queens lui donne l'impression d'être au bord d'une falaise, mais c'était exactement ce qu'il ressentait. Si cette histoire vous touche déjà, continuez à la lire. Ce qui va se passer ensuite va bouleverser, puis reconstruire votre idée de ce que signifie vraiment sauver quelqu'un. Ce matin-là, Luca était sorti de son penthouse surplombant Central Park pour une nouvelle journée planifiée à la seconde près. Son chauffeur l'attendait. Les marchés ouvraient et son téléphone clignotait, affichant les messages des investisseurs. Mais quelque chose de plus lourd que le profit pesait sur sa poitrine. 1 an plus tôt, sa sœur Anna était morte dans un accident de voiture alors qu'il concluait une fusion d'1 milliard de dollars à Tokyo. Depuis lors, le succès avait un goût de rouille. Les journaux le qualifiaient de jeune génie qui avait transformé sa culpabilité en or. Ils avaient en partie raison. Il n'avait dit à personne où il allait ce jour-là. Il avait troqué son costume sur mesure contre un jean et un sweat à capuche, pris le métro comme lorsqu'il était un gamin fauché du Bronx, et était entré dans le centre familial et d'adoption Sainte-Catherine sans l'armure que lui procuraient son argent et sa réputation. La réceptionniste cligna des yeux, incrédule, avant de vérifier ses notes. Monsieur Hale, nous ne vous attendions pas. Appelez-moi Lucas, l'interrompit-il à voix basse. Je suis ici pour rencontrer Maya Rivera, le docteur Nisha Patel. L'assistante sociale le conduisit dans un couloir calme orné de dessins d'enfants, de maisons au crayon, d'arcs en ciel bancal, de cœurs plus grands que des visages. Elle a traversé une période difficile, dit le docteur Patel. 3 placements, 3 retours. Elle est douée pour les arts, mais elle a du mal à faire confiance. Luca acquiesça, même si son estomac se nouait. Il était venu ici pour aider, peut-être même pour se racheter. Il n'avait pas imaginé qu'un enfant puisse porter une armure émotionnelle plus lourde que la sienne. Quand il vit Maya, le monde sembla se réduire à un seul cadre. Elle était assise sous une fenêtre ensoleillée, dans un fauteuil roulant légèrement incliné vers la cour. Ses cheveux formaient une auréole sauvage de boucles sombres. Une petite peluche en forme de tortue reposait sur ses genoux. Elle ne leva pas les yeux avant qu'il ne lui adresse la parole. Bonjour Maya, je m'appelle Lucas. Elle examina ses baskets, puis son visage, comme si elle cherchait à déterminer s'il était fait pour durer. On m'a dit que tu construisais des choses, dit-elle. Des applications, des robots ou quelque chose comme ça. Je crée des moyens pour que les gens puissent se connecter, répondit-il. Elle haussa les épaules. Les gens se connectent toujours jusqu'à ce qu'ils parlent. Sa voix n'était pas amère. Elle était factuelle, comme la météo. Lucas voulait dire quelque chose d'intelligent, de rassurant, d'adulte, mais rien ne lui vint à l'esprit. Le silence qui suivit était pesant, mais Maya ne le ressentait pas. Elle regarda au-delà de lui, vers le jardin, et ajouta presque pour elle-même, « Je suis facile à pousser, mais difficile à garder. » Le docteur Patel s'éclaircit la gorge, prêt à changer de sujet, mais Lucas s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. « Ça te dérange si je m'assois ici un moment? » Elle acquiesça légèrement. Ils parlèrent en des tortues, de la façon dont les infirmières de nuit passaient du vieux jazz à la radio, de la raison pour laquelle les nuages ressemblaient parfois à des continents. Pour la première fois depuis des années, Lucas ne jouait pas un rôle. Il écoutait. Puis Maya prononça les mots qui allaient le hanter et le transformer. « Choisis quelqu'un d'autre. On m'a renvoyé 3 fois. Oh oui, 3 fois. Une fois parce que je pleurais trop fort. Une fois parce que la maman a dit que je lui rappelais son propre enfant décédé. La dernière a dit qu'elle était fatiguée. Elle a levé les yeux. « Je ne veux pas que tu sois fatigué. » Lucas sentit son souffle se couper. Tout le bruit de New York s'estompa. Les klaxons, les brouhahas, l'écho de la ville. « Je ne me fatigue pas facilement, dit-il doucement. « Tu te fatigueras, répondit-elle d'une voix faible, mais assurée. Tout le monde se fatigue. Il essaya de sourire, mais sa vision se brouilla. Il tourna la tête en clignant des yeux. Il avait pleuré lors des funérailles dans l'appartement vide d'Anna. Mais jamais comme ça, jamais. Parce qu'une enfant avait dit une vérité si pure qu'elle l'avait mis à nu. « Je suis désolé, murmura-t-il.
Tu n'as rien fait, dit Maya en serrant sa tortue dans ses bras. Je ne veux juste pas que quelqu'un promette de rester alors qu'il ne le fera pas. Le docteur Patel posa doucement sa main sur l'épaule de Lucas. Elle ne parle pas beaucoup à la plupart des gens, murmura-t-elle. Cela en dit long. Lucas acquiesça, la gorge serrée. Oui, réussit-il à dire, cela en dit long. La rencontre devait durer 15 minutes. Elle s'étendit sur plus d'une heure. Quand il se leva enfin, Maya dessinait sur un bout de papier un bonhomme avec une tête ronde debout à côté d'un petit fauteuil roulant sous un soleil tordu. Elle le lui tendit sans le regarder. Tu peux le prendre, dit-elle, pour que tu n'oublies pas à quoi je ressemble quand tu changeras d'avis. Il prit le dessin avec précaution, comme s'il risquait de se dissoudre. Je reviendrai, dit-il. Maya ne répondit pas. Elle se contenta de rouler de quelques centimètres vers la fenêtre, la lumière du soleil inondant ses genoux. Les gens peuvent toujours revenir, murmura-t-elle. C'est rester qui est difficile. Lucas parvint à atteindre le couloir avant de s'effondrer. Il appuya ses mains contre le mur froid, le souffle court. Le poids de toutes les transactions qu'il avait conclues lui semblait insignifiant à côté d'une fillette de 6 ans qui lui apprenait le prix de l'abandon. Lorsque le docteur Patel le rejoignit, il ne prit pas la peine de s'essuyer le visage. Apprenez-moi ce dont elle a besoin, dit-il. Les soins médicaux, les soins infirmiers, tout ce qu'il faut. Je veux apprendre. Elle l'observa, incertaine de savoir s'il était sincère. Il croisa son regard. Je ne suis pas ici pour faire la charité. Je suis ici pour rester. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente comme toujours. Mais à l'intérieur de ce modeste bâtiment du Queens, quelque chose avait changé. Le milliardaire qui pensait d'avoir tout vu venait d'être bouleversé par une enfant qui avait trop vu. Et pour la première fois depuis des années, Lucas Hale ne pensait pas à sauver quelqu'un. Il pensait à rester. La première fois que Lucas Hale est retourné à Sainte-Catherine après avoir rencontré Maya, la ville lui a semblé différente. Les tours de verre qui reflétaient autrefois sa confiance lui semblaient désormais être des barrières, froides et inaccessibles. Il avait passé la nuit à lire tous les documents médicaux que le docteur Patel lui avait envoyés par email. Notes, programmes thérapeutiques, rapports d'évaluation, mais rien de tout cela ne l'avait préparé à la douleur sourde qui s'était installée dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il essayait d'aider Maya ou s'il essayait de se pardonner à travers elle. Au 40e étage au-dessus de Manhattan, son bureau penthouse bourdonnait de réunions stratégiques et de mises à jour pour les investisseurs. Mais même là, dans le brouhaha du succès, il continuait d'entendre sa voix choisir quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une accusation. C'était de l'épuisement. Les mots s'accrochaient à lui comme de la fumée. Cette semaine-là, le docteur Patel autorisa une réunion de suivi, cette fois dans la petite salle d'art du centre. Lucas est devenu à nouveau vêtu de vêtements simples, les manches retroussées, les baskets éraflées à force de marcher dehors. Maya était assise à une table basse recouverte de crayons de couleur. Elle n'a pas levé les yeux lorsqu'il est entré. Ses cheveux étaient attachés en 2 tresses inégales et la même tortue était assise à côté d'un nouveau dessin, une maison avec une porte ouverte et personne à l'intérieur. Bonjour Maya, a-t-il dit doucement. J'ai apporté les chips de banane plantain, les 2 sortes. Elle leva les yeux, le regard indéchiffrable. Tu t'en es souvenu. J'essaie de me souvenir des choses importantes. Elle reporta son attention sur son dessin. C'est bien. Les gens oublient plus vite qu'ils ne promettent. Lucas s'assit en face d'elle. Le docteur Patel dit que tu aimes peindre. J'aime ça quand personne ne me regarde, répondit-elle en ombrageant le ciel d'un violet foncé. Alors fais comme si je n'étais pas là. Elle fit une pause puis recommença. C'est facile, dit-elle doucement. La plupart des gens le font déjà. Lucas ressentit cette phrase comme un coup de poignard dans le cœur, mais il n'essaya pas de la réconforter avec des mots. Il ouvrit simplement le paquet de chips, le fit glisser vers elle et se mit à dessiner lui-même sur un bout de papier. Des traits maladroits, une tortue bâtonnette portant une petite cape de super-héros. Lorsqu'il le lui montra, Maya essaya de ne pas sourire, mais les coins de sa bouche la trahirent. Le docteur Patel, qui observait depuis l'embrasure de la porte, chuchota à l'oreille d'un assistant. Elle n'avait jamais souri à un nouveau visiteur auparavant. Plus tard, autour d'un café dans la salle de pause du centre, le docteur Patel donna plus d'explications. Maya est atteinte de spina bifida.
Elle gère la plupart des choses toute seule, mais les transitions sont difficiles. Les soins médicaux sont coûteux et le côté émotionnel est encore plus difficile. 3 placements ont échoué. Une famille ne comprenait pas les visites à l'hôpital. Une autre n'arrivait pas à gérer le programme de thérapie. Elle a arrêté d'appeler qui que ce soit maman après le deuxième retour. Luca écoutait en silence. Est-ce qu'elle sait qu'elle comprend tout ce que dit le docteur Patel? Elle écoute ce que les adultes ne disent pas. Lucas acquiesça, les yeux baissés. Je veux comprendre à quoi ressemblent ces journées. Ses routines, ses médicaments, ses déclencheurs. Le docteur Patel haussa un sourcil. Vous êtes sérieux. Assez sérieux pour venir, répondit-il. Apprenez-moi. Au cours des semaines suivantes, Luca revint discrètement, sans caméra, sans relations publiques. Il apprit à ajuster le harnais du fauteuil roulant de Maya, à plier correctement son appareil orthopédique, à la distraire lorsque le kinésithérapeute lui étirait les jambes jusqu'à ce qu'elle ait les yeux qui pleurent. Il apprit son emploi du temps, ses médicaments du matin, ses cours, ses séances de dessin et de musicothérapie. Chaque soir, il s'asseyait près de sa fenêtre, contemplant les lumières de la ville, repassant ses paroles dans sa tête. Les marchés bougeaient, son entreprise prospérait. Pourtant, le seul progrès qui comptait désormais était le moment où Maya lui permettrait de pousser son fauteuil sans broncher. Un samedi, le docteur Patel organisa une petite sortie. Le dossier de Maya appelait cela une réinsertion dans la communauté. 1 heure à l'extérieur du centre avec un visiteur de confiance. Ils se rendirent à Central Park. Le ciel était d'un bleu langoureux, de ceux qui font oublier le bruit de la ville. Luca poussait lentement son fauteuil sur le chemin et en prenant soin de ne pas se précipiter. Maya portait un chapeau à large bord qui glissait sans cesse sur le côté, et chaque fois qu'il le remettait en place, elle levait les yeux au ciel, mais ne protestait pas. Près de la fontaine Bethesda, un saxophoniste jouait un air profond et émouvant qui faisait taper Maya du doigt sur la coudoir. Cette chanson ressemble à une promenade, dit-elle. Luca sourit. Tu as le sens du rythme. Peut-être que tu danseras un jour. Elle lui lança un regard plein de défis. Peut-être que tu arrêteras d'essayer de réparer des choses qui ne sont pas cassées. Il rit doucement. Touché. Ils s'arrêtèrent pour acheter une glace à la vanille pour elle et au café noir pour lui. Lorsqu'il s'accroupit pour lui tendre le cornet, un pigeon sursauta à proximité et le fauteuil de Maya bascula légèrement sur un petit trottoir. Son visage pâlit. Le cornet tomba. Lucas s'attrapa les poignets avant que le fauteuil ne bascule davantage, le stabilisant avec ses 2 bras. Elle retint son souffle, les yeux vitreux. « Hé !» dit-il doucement, toujours accroupi. « Tout va bien, tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux avec force, la mâchoire serrée. « Ne dis pas ce mot, murmura-t-elle. « Quel mot? Sécurité. » Sa voix se brisa. Tout le monde dit ça avant de partir. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Lucas resta où il était, une main toujours posée légèrement sur le volant. « D'accord, dit-il finalement. Plus de promesses, juste une glace. » Il ramassa le cornet, essuya le bord fondu avec une serviette et le lui rendit. Une deuxième chance. Cette fois, elle le prit. Quand ils revinrent au centre, elle fredonnait doucement, le même air de jazz que tout à l'heure. Le docteur Patel croisa Luca dans le couloir. « Elle ne fredonne pour personne, dit-elle. « Je n'ai rien fait, répondit-il doucement. Je suis juste resté. » Ce soir-là, Luca écrivit un email à son conseil d'administration. Il leur annonça qu'il prenait un congé indéfini pour se consacrer à quelque chose de réel. L'équipe des relations publiques paniqua. Les investisseurs ont remis en question sa santé mentale. Mais pour la première fois depuis des années, Luca se moquait des apparences. Il en avait assez d'être un symbole. Il voulait redevenir humain. Les jours se sont transformés en une routine. Séances de thérapie, heures du compte, croquis épinglés au mur. Maya a commencé à le saluer avec un demi-sourire au lieu de rester silencieuse. Un jour, lorsqu'il lui a demandé si elle aimait les super-héros, elle a haussé les épaules et répondu « Ils s'envolent toujours. J'aime les tortues. Elles restent. » Et dans cette petite confession, Luca vit toute la carte de son cœur. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin de quelqu'un qui resterait assez longtemps à ses côtés pour qu'elle croie qu'il était sincère. Il partit ce soir-là en sachant que quelque chose avait changé pour toujours. L'homme qui mesurait autrefois la vie en marge bénéficiaire la mesurait désormais en minutes passées,
aux côtés d'une petite fille qui riait des canards trompettes et détestait le mot sécurité. Lucas Hale était entré dans son monde en pensant qu'il pouvait le réparer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'elle était en train de reconstruire le sien en silence. Les gros titres sont arrivés les premiers. Un jeune milliardaire joue les sauvages au centre d'adoption Queens. Le nouveau projet caritatif de Lucas Hale. Une enfant en fauteuil roulant. Les photos étaient granuleuses. L'une d'elles le montrait accroupi à côté de Maya dans Central Park. Une autre la montrait souriant au bord du cadre. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Transformer quelque chose de fragile en spectacle. Les commentaires des TNP. Coupe de pub. Culpabilisation avec un bon éclairage. Qu'il achète son salut s'il en a les moyens. Lucas ne les a pas tous lus, mais les quelques-uns qui lui sont parvenus l'ont touché plus durement qu'il ne l'aurait cru. Il avait passé des années à contrôler son image, à se construire une réputation irréprochable et à faire les gros titres. À présent, tout ce qu'il voulait, c'était disparaître de la scène publique. Pourtant, lorsque le docteur Patel l'a appelé ce soir-là, la voix calme comme toujours, elle n'a pas mentionné les médias. Maya a vu les informations, a-t-elle dit. Elle a demandé si vous étiez célèbre. Il a fermé les yeux, se pinçant l'arête du nez. Que lui avez-vous dit que vous étiez? C'était de la vérité la plus gentille possible. Lucas a décidé que la seule façon de noyer le bruit était d'agir, pas de parler. Il acheta une vieille maison en grès brun à Brooklyn Heights. Pas du genre luxueux qui fait de la une des magazines, mais avec des marches ébréchées et un jardin envahi par le lierre. Il demanda aux entrepreneurs d'élargir les portes, d'ajouter des rampes et d'installer un ascenseur entre les étages. Lorsqu'ils lui demandèrent quel était le budget, il répondit « Construisez-la comme si quelqu'un que vous aimez allait y vivre ». Il commença à passer moins de temps au bureau. Son directeur financier a menacé d'intervenir avant que vous ne fassiez chuter le cours de l'action. Lucas l'a à peine entendu. Son agenda s'est plutôt rempli de rendez-vous à Moundsea avec des pédiatres qui lui ont expliqué le plan de soins à long terme de Maya. Il a pris des notes comme un homme qui se prépare à un examen qu'il refuse d'échouer. Le docteur Patel l'a remarqué. Vous en faites beaucoup pour quelqu'un qui n'a même pas encore été approuvé pour le placement. Lucas a souri faiblement. On ne construit pas un pont après le début de la tempête. Quand il a parlé de la maison à Miaba, elle n'a pas semblé impressionnée. Tout le monde dit des choses avant que les papiers ne soient signés, a-t-elle dit en coloriant une tortue sur son bloc de dessin. Les promesses sont comme des boucliers en papier. Elles se mouillent facilement. Alors nous rendrons les nôtres imperméables, a-t-il répondu. Elle n'a pas souri, mais son crayon s'est arrêté en plein trait. Tu penses que c'est possible? Je pense que nous le découvrirons. Les visites sur le terrain se sont poursuivies. Parfois, il la poussait dans le jardin botanique. D'autres fois, il s'asseyait dans un restaurant qui sentait le café brûlé et la pluie. C'est là qu'ils ont rencontré Grace, une infirmière à la retraite qui travaillait le matin, et Marvin, un entraîneur de basketball, un fauteuil roulant avec des bras d'acier et un sourire qui illuminait la pièce. Au fil du temps, ils sont devenus partie intégrante du rythme, petits témoins de quelque chose qui se formait entre Lucas et Maya et qui n'avait pas besoin de mots. Un jeudi matin, Lucas trouva un mot collé sur la porte de son bureau. Il ne provenait pas de son personnel. Il était écrit d'une écriture irrégulière à l'encre violette. « Vous avez oublié de signer mon dessin de tortue. » En dessous, en lettres plus petites, les gens qui restent devraient signer des choses. Il éclata de rire au milieu d'un silence qui surprit son assistante. Ce soir-là, il se rendit au centre et trouva Maya en train de lire près de la fenêtre. « Tu as raison, dit-il en lui tendant un stylo. Où dois-je signer? » Elle désigna le coin de la page. « Pas sur la tortue, sur le ciel. C'est là que vont les promesses. » Il signa LH un petit trait soigné. Elle acquiesça solennellement. « D'accord, bouclière de papier. Peut-être moins de papier maintenant. » Mais le monde extérieur ne se calmait pas. Des journalistes campaient près du centre. Des questions sur les motivations étaient criées par-dessus la clôture. Le docteur Patel essayait de protéger Maya, mais elle sentait la tension. Un après-midi, alors que Lucas arrivait, Maya lui demanda « Tu vas arrêter de venir quand ils te le diront? Qui sont « ils » ? Les gens qui écrivent dans des articles. Il s'accroupit à côté de sa chaise. « Maya, la seule histoire qui m'intéresse est la nôtre, et tu peux m'aider à l'écrire. » Cela sembla la toucher. Elle se pencha vers lui et murmura. « Alors,
écris bien mon nom. Il rit d'un rire qui semblait nouveau chez lui. Au début de l'été, le processus d'adoption était entré dans sa lente routine bureaucratique. Visites à domicile, vérification des antécédents, dépôt auprès du tribunal. Lucas s'occupait personnellement de tous les formulaires. Les avocats l'avaient averti que les candidats très en vue faisaient souvent l'objet d'un examen plus approfondi. Ils pensent que l'argent rend les gens impulsifs, avait dit l'un d'eux. Ils vont vous tester pour voir si vous êtes sincère. Tant mieux, avait répondu Lucas. Ils ont raison. Pendant ce temps, Maya commença à poser des questions différentes, plus petites, plus précises. Quelle est ton odeur préférée? As-tu parfois peur du noir? Si je ne peux pas marcher, penses-tu quand même que je peux danser? Lucas répondit à chacune d'elles avec soin, non pas parce qu'elle avait besoin de perfection, mais parce qu'elle avait besoin de vérité. Un après-midi, elle posa une question qui le stoppa net. Quand les gens sont adoptés, oublient-ils ceux qui les ont précédés? Il réfléchit longuement. Je ne pense pas que l'oubli fasse partie de l'amour, dit-il. Je pense que c'est le contraire. C'est se souvenir sans trop souffrir. Elle l'observa attentivement. On dirait que tu as répété cette réponse. Peut-être. Le docteur Patel remarqua le changement chez eux deux. Elle commence à te faire confiance, dit-elle après l'une de leurs séances. Je commence à la mériter, répondit-il. Un mardi pluvieux, Lucas arriva au centre avec quelque chose de nouveau. Un petit tableau blanc et un ensemble de marqueurs colorés. C'est pour toi, dit-il à Maya. Pour les jours où les mots sont lourds, tu peux dessiner à la place. Elle pencha la tête. Ou tu pourrais apprendre la langue des signes, suggéra-t-elle, au cas où je ne voudrais pas parler du tout. Il cligna des yeux, surpris. Tu sais certain, dit-elle en agitant rapidement les doigts. Merci. Il imita maladroitement son geste. Elle gloussa. Tu viens de dire banane. Je vais devoir m'entraîner. Il sourit. Heureusement que je suis une prof exigeante. Ce soir-là, Luca rentra chez lui sous la pluie, les lumières de la ville se reflétant entraînées sur son pare-brise. Pour la première fois depuis la mort d'Anna, il ne se sentait pas hanté. Il se sentait ancré. Maya lui apprenait que l'amour n'était pas une question de sauvetage spectaculaire ou de fin parfaite. C'était un travail lent et ordinaire qui consistait à être présent jour après jour, jusqu'à ce que cette présence devienne une promesse en soi. Il se gara devant l'immeuble en grès brun et leva les yeux vers les fenêtres. Les rénovations étaient presque terminées. À l'intérieur l'attendait un fauteuil élévateur, un comptoir surbaissé et une chambre peinte en bleu ciel avec un espace pour un petit fauteuil roulant près du lit. Il imagina le rire de Mia remplir ses murs. Pour la première fois depuis des années, l'idée d'un foyer ne lui inspirait pas de culpabilité. Elle lui inspirait de la grâce. La veille de l'audience, New York semblait plus pesante que d'habitude. La pluie mouillait les trottoirs. Les feux de circulation étaient flous, comme des ecchymoses sur du verre mouillé. Depuis la fenêtre de son bureau, Lucas observait la ville battre en contrebas, implacable, vivante, indifférente. Il avait bâti son empire sur le contrôle de chiffres qui ne mentaient jamais. Mais maintenant, alors que le tonnerre grondait au-dessus de l'East River, tout ce qu'il avait appris sur le pouvoir n'avait plus aucun sens. L'avenir de Maya dépendait d'une pile de papier et du jugement de quelques personnes sur son cœur. L'appel était arrivé cet après-midi-là. Une ancienne famille d'accueil avait déposé une objection. Elle affirmait que Maya avait un comportement instable et des difficultés à créer des liens. Des mots écrits par des étrangers qui ne pouvaient pas gérer son courage déguisé en défiance. Cela suffisait à geler le processus d'adoption jusqu'à ce qu'un juge l'examine. Lucas écouta en silence, le cœur battant à tout rompre. La voix du docteur Patel au téléphone était calme, mais ses mots lui faisaient l'effet de coups. Vous devrez témoigner, Lucas. Ils remettent en question vos motivations. Mes motivations? Ce mot le brûlait. Il pensa aux gros titres, aux cyniques, aux caméras qui attendaient son échec. Pour la première fois depuis des années, il était terrifié, non pas à l'idée de perdre de l'argent ou sa réputation, mais à l'idée de perdre une enfant qui avait enfin confiance en lui et savait qu'il ne la quitterait pas. Ce soir-là, il alla voir Maya à Sainte-Catherine. Elle était de nouveau près de la fenêtre, suivant du bout des doigts les gouttes de pluie qui coulaient sur la vitre. Ils m'ont dit qu'elle avait parlé avant qu'il ne puisse s'exprimer. Sa voix était monocorde. « Tu ne peux pas me ramener à la maison. » « Pour l'instant, dit-il prudemment.
C'est juste pour l'instant. Elle se tourna vers lui, le regard féroce. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, répondit-il rapidement. Tu as tout fait correctement. Alors pourquoi les gens continuent-ils à décider de ce qui m'arrive? Demanda-t-elle, sans colère, seulement épuisée. Je pensais que tu étais différent. Il s'agenouilla devant son fauteuil roulant, cherchant ses mots. Je suis différent, dit-il, mais parfois, le monde ne l'est pas. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Ce n'est pas grave, dit-elle d'une voix soudainement faible. Tu peux arrêter d'essayer. C'est plus facile comme ça. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle trahison dans une salle de réunion. Maya, regarde-moi, dit-il, mais elle ne le fit pas. Je ne vais nulle part, je le pense vraiment. Les gens le pensent toujours, murmura-t-elle. Cette nuit-là, la tempête s'intensifia. Luca conduisit sans destination précise, les essuie-glaces battant contre des rideaux de pluie. Il finit près du pont de Brooklyn, se garant à côté de la balustrade, la ligne d'horizon s'élevant comme un battement de cœur au-dessus de l'eau. Le vent hurlait, tirant sur son manteau. Il s'appuya sur la balustrade métallique froide et laissa la pluie le tremper. Il pensa à Anna, à son rire, à son accident, au fait qu'il n'avait pas été là quand elle avait eu besoin de lui. Il pensa au visage de Ma quand elle avait dit « Tu peux arrêter d'essayer ». Il réalisa qu'il avait mené des combats que l'argent ne pouvait pas gagner. Et celui-ci exigeait quelque chose qu'il avait évité pendant des années. La vulnérabilité. Il sortit son téléphone et appela le docteur Patel. « Je veux témoigner, dit-il. »« J'avais déjà prévu cela, répondit-elle. Mais il ne s'agit pas d'images, Lucas. On vous interrogera sur votre passé, vos pertes. Ils fouilleront. Qu'ils le fassent, répondit-il. Ils ne peuvent pas effacer la réalité. Le lendemain matin, le tribunal de Center Street était gris et résonnait de voix qui portaient trop facilement. Maya était assise à côté du docteur Patel, sa petite main agrippant la peluche tortue. Elle portait un pull rouge, celui que Lucas lui avait offert après leur première sortie à Central Park. Quand leurs regards se croisèrent, elle ne sourit pas, mais elle ne détourna pas les yeux non plus. Cela suffisait. L'audience commença. Le couple d'accueil qui avait déposé l'objection prit la parole en premier. Leurs mots étaient polis, distants. Ils décrivirent des accès de colère, des difficultés d'adaptation et un comportement manipulateur. Lucas eut envie de se lever et de crier qu'il parlait de résilience, pas de rébellion. Mais il attendit. Lorsque ce fut son tour, il prit la parole, la voix calme et posée. « Je ne suis pas ici par culpabilité ou pour faire les gros titres, commença-t-il. Je suis ici parce qu'une fillette de 6 ans m'a appris à quoi ressemble l'amour quand il refuse d'abandonner. » Il fit une pause, balayant la salle d'un regard. « Vous voulez connaître ma motivation? Ce n'est pas ta charité. Ce n'est pas la rédemption. C'est rester. » L'avocat adverse se pencha en avant. « Monsieur Hale, vous êtes milliardaire. Les gens diront qu'il s'agit d'un projet vaniteux. Qu'avez-vous à répondre à cela? » Luca regarda Maya. Ses yeux étaient fixés sur lui, silencieux mais forts. « Je réponds qu'ils ne l'ont jamais rencontré, dit-il simplement. Parce que s'ils l'avaient rencontré, ils sauraient qu'il ne s'agit pas de sauver quelqu'un. Il s'agit d'apprendre à être présent pour quelqu'un qui a cessé de s'attendre à ce que vous le soyez. » Pendant un instant, la salle d'audience resta silencieuse. Même le greffier cessa de taper. À la fin de l'audience, la juge déclara qu'elle avait besoin de temps pour délibérer. Quelques heures plus tard, alors que Luca attendait dans le couloir, Maya s'approcha de lui en fauteuil roulant. « Tu as beaucoup parlé, dit-elle d'un ton mi-taquin, mi-soulagé. « Je fais ça quand je suis nerveux, admit-il. Elle acquiesça. « Tu n'avais pas l'air nerveux. »« Je l'étais, répondit-il. « Tu me rends courageux. » Il s'était remis à pleuvoir lorsqu'ils quittèrent le bâtiment. Le ciel était d'un gris argenté. Luca poussa son fauteuil roulant vers la voiture, mais à mi-chemin dans les escaliers, elle l'arrêta. « S'ils disent non, demanda-t-elle doucement, reviendras-tu quand même? » Il se pencha pour être à la hauteur de ses yeux. « S'ils disent non, je reviendrai demain, et le jour d'après, jusqu'à ce qu'ils disent oui. » Elle l'observa longuement, comme seule elle savait le faire, évaluant la vérité comme une scientifique. Finalement, elle acquiesça. « D'accord, alors j'attendrai. » Cette nuit-là, Luca ne parvint pas à dormir. La ville brillait à travers sa fenêtre, la pluie tapait contre la vitre comme des doigts demandant de l'attention. Il regarda le croquis que Maya avait fait quelques semaines plus tôt, les 2 bonhommes allumettes sous un soleil tordu,
et comprit quelque chose. Toute sa vie, il avait construit des murs pour garder le contrôle, et maintenant, le barrage était en train de céder. Mais au lieu de se noyer, il se sentait libre. Lorsque le téléphone sonna à l'aube, son cœur se serra. C'était le docteur Patel. La juge avait pris sa décision, dit-elle. Sa voix tremblait légèrement, la première fois qu'il l'entendait ainsi. Elle avait approuvé le placement. Lucas s'est fait. Pendant un instant, il resta sans voix. Assis sur le bord du lit, il respirait, tremblant, les yeux humides. Dehors, la pluie commençait à se lever, laissant passer les rayons du soleil à travers les nuages. Il murmura les seuls mots qui lui venaient à l'esprit. « Nous avons réussi, Maya. Nous sommes enfin restés. » Plus tard dans la matinée, lorsqu'il arriva à Sainte-Catherine pour lui annoncer la nouvelle, Maya n'eut pas besoin de mots. Elle le vit sur son visage, comme on reconnaît son chez-soi avant même d'y entrer. Elle ne pleura pas. Elle lui prit simplement la main et dit « Tu en as mis du temps. » Il rit, les larmes coulant librement à présent. « Oui, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle, mais je ne partirai plus jamais. » Le jour où Maya emménagea, la ville semblait plus calme, comme si New York elle-même avait marqué une pause pour reprendre son souffle. Lucas Hale se tenait près de la fenêtre de l'immeuble en briques rouges, observant l'approche lente de la camionnette blanche de Sainte-Catherine. C'était le début du printemps. Les arbres le long de la rue commençaient tout juste à fleurir, leurs pétales flottant sur le trottoir comme des confettis légers. Il avait passé des mois à préparer ce jour, à concevoir, rénover, planifier, mais rien ne l'avait préparé au tremblement de ses mains, ni à la façon dont son cœur s'était mis à battre la chamade lorsque la porte s'était ouverte. Maya descendit la rampe, vêtue d'une veste en jeans sur une robe jaune, sa tortue en peluche fièrement perchée sur ses genoux. « Tu vis ici ?» demanda-t-elle, les yeux balayant la maison. « Oui, répondit Lucas, mais ça va bientôt être notre maison. » Elle regarda les hautes fenêtres et le lierre grimpant, le visage impassible. « Elle a l'air vieille, dit-elle finalement. « Vieux signifie qu'elle a beaucoup vécu, répondit-il. Et elle est toujours debout. » Le docteur Patel sortit derrière elle, portant un rocher et arborant un sourire à la fois fier et soulagé. « Je pense que tu aimeras le jardin, dit-elle à Maya. Il est baigné de soleil. » À l'intérieur, la maison en grès brun rayonnait d'une vie tranquille. Les murs étaient peints dans une douce teinte crème, le mobilier était simple et robuste. Lucas avait appris que le confort n'avait pas besoin d'être coûteux. Il devait être intentionnel. La chambre de Maya était à l'étage. Elle était bleu ciel, avec des étoiles peintes au plafond et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle entra lentement, les yeux écarquillés. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée 2-2 à Central Park, prise en secret par l'une des infirmières pendant 1 heure de musique quelques mois plus tôt. Elle la regarda, puis le regarda. « Tu l'as gardé. Je garde tout ce qui compte. » Il dit qu'elle ne répondit rien pendant un moment. Elle tenda la main, toucha la photo, puis le regarda avec un petit sourire hésitant. « Alors, je suppose que je compte. Tu as toujours compté, dit-il, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Les premières semaines furent calmes, consacrées à l'adaptation et à l'apprentissage. Les infirmières venaient le matin pour l'aider dans ses routines et sa thérapie. Lucas s'est joint à elle, maladroit au début, puis trouvant peu à peu son rythme en tenant le fauteuil roulant. Il a appris à connaître son programme de médicaments, à préparer le petit déjeuner exactement comme elle l'aimait. Elle n'aimait pas les œufs brouillés, mais adorait les pancakes avec beaucoup de sirop. Chaque fois qu'il en mettait trop, elle riait et disait « Tu es mauvais en pancakes, mais tu fais de bons efforts. » Leur journée se déroulait selon un rythme paisible. Le matin dans le jardin, l'après-midi à lire près de la fenêtre, le soir à dessiner ou à regarder le monde à travers la grande baie vitrée. Lucas avait installé un petit fauteuil élévateur entre les étages, mais elle insistait pour pousser son fauteuil roulant la plupart du temps. « Je ne veux pas que la maison oublie qu'elle est aussi la mienne, » disait-elle en souriant. À l'été, le jardin était devenu son endroit préféré. Ensemble, ils plantèrent des jonquilles et des tournesols. Maya enfonçait soigneusement chaque bulbe dans la terre. « Celle-ci, c'est Anna, dit-elle un matin en tapotant doucement la terre. Lucas se figea. Il ne lui avait pas parlé de sa sœur. Pas vraiment. Mais Maya avait le don de deviner les choses qui n'étaient pas dites. « Anna est un joli nom pour une fleur, dit-elle en le regardant. On dirait quelque chose qui revient chaque année. » Lucas déglutit péniblement. « Oui, récidia l'hystérique.
Voilà, dans la même année, répondit Thomas, ben, j'étais pas, elle le fait toujours. En août, Maya commença à suivre des cours d'art dans un centre communautaire voisin. Lucas l'y conduisait tous les mardis et l'attendait dans un coin pendant qu'elle dessinait. La première semaine, elle refusa de lui montrer son travail. La deuxième, elle lui tendit une feuille remplie de couleurs tourbillonnantes et lui dit « Voilà à quoi ressemble le calme. » Il examina l'image, un mélange de doré, de bleu et de gris pâle. « On dirait la paix, dit-il. C'est la même chose, répondit-elle. À l'automne, leur maison était devenue plus bruyante. De la musique s'échappait des fenêtres ouvertes, des rires résonnaient dans le couloir. Grace, l'infirmière à la retraite du restaurant, venait régulièrement dîner chez eux, et Marvin, l'entraîneur de basket en fauteuil roulant, commença à apprendre à Maya à tirer au panier dans le jardin. « Tu as des bras faits pour ça, lui dit-il. Solide là où il faut. » Elle sourit et dit « Comme les tortues. » Un soir, après le départ de tout le monde, Maya trouva Lucas assis dans le jardin, une tasse de café refroidissant à côté de lui. « Elle te manque toujours ?» demanda-t-elle doucement. Il savait qu'elle parlait d'Anna. « Tous les jours, répondit-il, mais ça ne fait plus aussi mal qu'avant. » Elle acquiesça, pensive. « C'est peut-être ça, l'amour. Il reste, même quand il change de forme. » Il sourit faiblement. « Tu sembles plus âgé que moi. » « Je me suis entraînée, dit-elle, puis elle appuya sa tête sur son bras. « Tu t'en sors bien, tu sais. » L'hiver arriva doucement cette année-là. Ils décorèrent la maison avec des étoiles en papier et peignèrent des flocons de neige sur les fenêtres. Un soir, Luca trouva Maya assise près de la cheminée, en train de dessiner dans son cahier. « Que fais-tu » demanda-t-il. « Une lettre, répondit-elle sans lever les yeux. « Pour qui ?»« Pour moi, dit-elle, pour ne pas oublier cette partie. » Il ne demanda pas à la voir, mais plus tard dans la nuit, après qu'elle se fût couchée, il trouva la page laissée sur la table. De son écriture irrégulière, on pouvait lire « Cher moi, tout va bien maintenant. Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps. Certaines personnes restent. » Il la plia soigneusement et la rangea dans son portefeuille. Une année passa. Par un après-midi ensoleillé de printemps, ils se tenaient ensemble sur la High Line, la ville s'étendant à l'infini autour d'eux. Un papillon bleu pâle, tremblant, se posa sur la roue de Maya et s'attarda. Elle l'observa en silence. « C'est Anna, dit-elle doucement. Elle nous a trouvés. » Lucas regarda le ciel et sourit. Oui, elle trouve toujours un moyen. La semaine suivante, l'école de Maya organisa une exposition d'art au Lincoln Center. Elle travaillait sur son œuvre depuis des mois, mais refusait de la montrer à Lucas. Lorsque le rideau se leva, sa peinture occupa tout l'écran derrière elle. Une grande toile vivante représentant une tortue aux roues colorées comme une galaxie, un homme et une petite fille debout à côté d'elle, sous un champ d'étoiles. Le titre était « Rester ». Les applaudissements furent tonitruants, mais Maya avait les yeux rivés sur lui. « Après le spectacle, » lui dit-elle en lui tendant un papier plié dont les coins étaient tachés de peinture. « C'est mon nouveau CV, au cas où quelqu'un me demanderait ce que je sais faire. » Il l'ouvrit. « Je peux rire à nouveau, je peux aimer, je peux rester. » Il resta longtemps sans rien dire. Il la serra simplement contre lui, la voix étranglée, et murmura « Tu en as oublié un. » Elle leva les yeux. « Ce que tu peux enseigner, dit-il, tu m'as aussi appris à rester. » Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux à travers les lumières de la ville, Maya appuya sa tête contre la vitre. « Hé, Lucas! Oui, ne choisis pas quelqu'un d'autre. » Il sourit. « Jamais. » Dans le silence qui suivit, les rues brillaient et le monde bourdonnait doucement autour d'eux. Ce n'était pas le bruit de la richesse, du pouvoir ou de la rédemption. C'était le bruit de deux vies qui apprenaient enfin à respirer au même rythme. Les jonquilles fleuriraient à nouveau. Bientôt, la tortue retrouverait sa place près du lit, et la maison qui résonnait autrefois de silence continuerait à se remplir de rire. L'amour n'avait pas remplacé la douleur. Il l'avait réécrite. Et dans cette réécriture, ils trouvèrent enfin tous deux ce qui leur manquait. Pas un miracle, pas un sauvetage, mais le long et lumineux après. Au final, Lucas Hale, l'homme qui mesurait autrefois la vie en chiffres et en gros titres, trouva un sens non pas dans la fortune, mais dans le simple fait de rester. Ce qui avait commencé comme une visite dans un centre d'adoption devint un voyage vers la guérison pour lui et Maya Rivera, la petite fille qui refusait de croire aux promesses jusqu'à ce que quelqu'un en tienne enfin une.
Ensemble, ils ont construit plus qu'un foyer. Ils ont construit un espace où la douleur a appris à cohabiter avec la joie et où l'amour signifiait être présent même lorsque ce n'était pas facile. Le rire de Maya a rempli le silence que sa culpabilité occupait autrefois. Et la patience de Lucas lui a donné la seule chose qu'elle n'avait jamais eue auparavant, la permanence. L'histoire de Lucas et Maya nous rappelle que la rédemption ne vient pas de grands gestes ou de fins parfaites. Elle vient de la présence. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour changer une vie. Il suffit de rester quand il serait plus facile de partir. Dans un monde qui célèbre le succès instantané et les solutions rapides, cette histoire nous invite à ralentir, à écouter et à aimer avec intention. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent le pouvoir de rester quand cela compte.